Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de la liberté politique, dirigé par Anne-Sophie Hongre-Boyel-Dieu, assistée d'Anne-Laure Mahler, émission préenregistrée le 10 juillet 2016, diffusée mercredi 10 août de midi à 13h30. Elle est rediffusée dans l'après-midi de 16h à 17h30, jeudi 11 dans la nuit de minuit à 1h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal est réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 €. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris, ou réglez avec votre carte bancaire sur radiocourtoisie.fr. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Bienvenue sur Radio Courtoisie et le journal de la liberté politique. J'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir Louis L'Orphelin, journaliste chez Présent et Monde et Vie. Et je reçois également Ghislaine Duménil, auteure du livre Mohamed au volant, la charia au tournant. Alors Ghislaine, merci d'être venue nous parler de votre livre. Je vais faire une description rapide de qui vous êtes et pour situer le livre dont nous allons parler ensuite. Donc Ghislaine, vous avez été machiniste-receveur, c'est-à-dire chauffeur de bus à la RATP pendant 16 ans. Vous êtes vous-même mariée à un chauffeur de bus de la RATP et mère de famille nombreuse de 5 enfants. Vous vous décrivez, Ghislaine, comme une fille de communiste, cégétiste. Vous êtes née, vous avez grandi dans la banlieue. On verra que c'est important d'y revenir tout au long du livre. Et en fait, vous avez écrit ce livre pour témoigner de ce que vous avez, vous, subi en tant que conductrice à la RATP quant à la montée de l'islam dans votre milieu professionnel et l'instauration quotidienne de ces pratiques. Donc vous avez subi, vous allez nous en parler, mais le sexisme, les humiliations en tant que femme, le refus de vous serrer la main, de conduire un bus derrière une femme, etc. Et vous voyez au fil des mois, et avec la complicité de la direction de la RATP, là aussi on va y revenir, s'instaurer des pratiques religieuses qui violent totalement le principe de laïcité et discriminent les femmes. Alors votre livre, qui est paru aux éditions Riposte laïque, c'est un témoignage vivant et concret de ce que vous avez vécu. C'est aussi, à mon sens, l'histoire d'une soumission face à l'islamisation de votre milieu professionnel, une soumission qui s'installe chaque jour, contre laquelle vous avez vraiment tenté courageusement, et vous le décrivez très bien, de vous mobiliser, de lutter, de réagir, de réveiller l'entourage, les gens qui auraient pu vous soutenir. Vous avez continué à travailler à la RATP pendant 3 longues années, parce que je pense qu'elles ont été longues. Rien ne vous préparait à ce combat, ni en fait vous étiez peu préparé à prendre l'islam de plein fouet comme ça dans votre vie quotidienne. Vous souvenez-vous, Ghislaine, de ce qui est les premiers signes? Quand est-ce que vous avez commencé à percevoir les premiers signes de l'islamisation au sein de la RATP? Oui, alors, pardon, j'ai pas beaucoup de voix, je sors d'une bronchite, excusez-moi. Donc en fait, les premiers signes, ça a été tout simplement les marques de salut qui nous ont été faites par au départ 2-3 hommes musulmans et donc chauffeurs de bus musulmans et puis qui n'ont pas cessé de se multiplier et qui ont fini par nous, disons, pour une grande majorité des filles avec qui je travaillais, qu'on finit par vraiment nous affecter. Donc concrètement, ça donne quoi quand vous dites qu'il refusait de vous saluer? C'est-à-dire c'est un chauffeur descend du bus, l'autre prend la relève et puis... Oui, non, en fait, quand on arrive le matin pour prendre notre service, on fait le tour de la salle machiniste et on dit bonjour à tout le monde. Sauf que voilà, quand on tendait la main, certaines mains restaient suspendues dans le vide. Les premières fois, ça nous a surpris. Enfin, au départ, c'était 1 ou 2. C'était vraiment
il a bien fallu qu'il y en ait situé dans le temps qui commence, chronologiquement, parce que vous avez travaillé 16 ans à la RATP. Donc je pense que ça a dû arriver dans les années, au début vers 2002, quelque chose comme ça. 2000, au début des années 2000, ça a commencé, puis progressivement, ça a augmenté. Et donc, au départ, on se dit que ce sont des illuminés, mais que c'est marginal et que ça prendra pas plus d'ampleur. D'ailleurs, souvent, on nous dit tu sais, c'est pas grave. Et puis à la finale, on se rend compte que justement, on n'a rien dit toutes ces années. Et puis ça s'est développé parce que justement, tout le monde était à peu près consentant, même nous quelque part, puisque on disait rien. Donc ça s'est développé tranquillement. Ça a eu le temps, 10 ans à peu près, et jusqu'en 2012 où là, les filles, avec moi, on a commencé à en discuter, on commençait vraiment à en avoir marre et alors ça, on va revenir sur votre réaction et ce que vous avez fait avec d'autres femmes. Dans votre livre, ce qui est apparent et qui peut choquer quand on le lit, c'est en fait, c'est presque voulu par la RATP. Parce que vous parlez, alors vous le mentionnez, des embauches en fait qui ont lieu à ce moment-là. On embauche spécifiquement des jeunes de banlieue. Donc en fait, on embauche spécifiquement des jeunes de banlieue musulmans pour que quelque part, ils s'identifient, qu'il n'y ait plus de problème de violence. Oui. En fait, c'est cette volonté de la RATP. Donc c'est pas presque, quand je parlais de soumission, c'est presque pas vrai. Il y a quand même une volonté qui va dans le mauvais sens pour le coup, mais d'intégrer des musulmans. Alors de la RATP et des différents gouvernements qui se sont succédés depuis les années 2000. Sous Sarko, ça a commencé la discrimination positive. Voilà. Et ça a continué allègrement par la suite avec Hollande. Et parce que vous avez vu plusieurs, j'allais vous en parler, vous avez vu plusieurs. On part en 2001, c'est ça? Ouais, vous avez eu les gouvernements socialistes, vous avez vu Sarkozy. On a eu les deux. En fait, vous avez une continuité dans la politique d'embauche à la RATP. Ouais. Et je pense même que ça s'est accéléré depuis l'arrivée de Hollande. Ouais. Donc une discrimination positive qui débute dans les années 2000. Et qui s'accélère et qui finit par, je veux dire en quantité, on arrive à 50% de chauffeurs musulmans dans certains dépôts, surtout de banlieue évidemment. Vous étiez dans quel dépôt ? Moi j'étais à Nanterre. Alors les dépôts de banlieue principalement parce que ils souhaitaient que donc, alors ça c'est une des raisons, mais c'est pas la seule. Mais ils souhaitaient que donc les chauffeurs ressemblent à la population transportée. Et comme tout le monde sait, la banlieue est devenue un lieu où beaucoup de musulmans sont installés. Donc il fallait que on prétendait que ça allait réduire les agressions. Et on souhaitait aussi donc que le vivre ensemble se passe bien. C'est vrai que les chauffeurs de bus, disons français, d'avant les années 2000, supportaient assez mal les agressions, ce qu'on peut comprendre. Mmh. Et ils se sont dit, tiens, on va embaucher des chauffeurs musulmans pour montrer que, vous voyez, ils sont pas tous comme ça, faut pas faire d'amalgame, etc. Et en réalité, ils ont importé dans l'entreprise les problèmes qu'on rencontrait à l'extérieur, c'est-à-dire de l'agressivité, l'islam. Les musulmans qui supportent pas la hiérarchie, qui ont beaucoup de mal à se conformer aux règles. Et voilà, donc... C'était ce que la RATP appelait à l'époque, en 2009, les espoirs banlieue, c'était ces plans-là. Ouais, c'était le plan espoir banlieue, c'était des plans qui avaient été mis en place sous Sarkozy, avec, je sais plus qui était la ministre de la ville de l'époque. Il y a eu 1300 jeunes recrutés, je sais plus comment elle s'appelait. Mais Fadela Amara. Voilà, c'est ça. Le plan espoir banlieue qui a été mis en place par le gouvernement et la RATP s'est jetée dessus. Il faut dire que bon, c'est un vivier, c'est un bon vivier quand on veut embaucher facilement. Surtout pour un travail comme la RATP où il y a beaucoup de contraintes. Où finalement on remet en cause le statut, on a remis en cause le statut progressivement. On se dit qu'avec des chauffeurs comme cela, Donc l'idée de la RATP pour nos auditeurs, si je résume bien, c'est ce que vous dites dans votre livre, c'était d'embaucher des jeunes des banlieues qui depuis en fait des années agressent régulièrement, pour certains bien sûr, des conducteurs de bus, pour faire baisser les agressions. Alors on peut en conclure que les jeunes des cités qui agressent, donc plus de non-musulmans que de musulmans, ils choisissent quasiment. Il y a une sélection qui est... Avant, il y avait quasiment que des Français.
Donc forcément, ceux qui étaient agressés étaient français. Aujourd'hui, il y a encore des agressions. Le nombre d'agressions n'a pas diminué. Ça, déjà, c'est quelque chose qui est à souligner, il est même en augmentation. Donc déjà, on peut dire que c'est un fiasco total, de ce point de vue-là en tout cas. Et maintenant, si vous voulez, il y a des agressions aussi sur des chauffeurs musulmans, mais ça se règle, j'ai envie de dire, entre eux et en langue arabe. Et voilà. Et puis, il n'y a pas la notion de racisme, puisque c'est entre eux. On peut pas dire, oui, le chauffeur est raciste ou le chauffeur accepte mal cette population parce que... Voilà. Là, il n'y a pas... on peut pas dire ça. Donc, ça se règle entre eux, ça se règle... voilà. Et faut savoir que les chauffeurs sont très surveillés, notamment lors d'altercations. On est filmé. Hein. On peut pas dire non plus n'importe quoi. On peut pas... Il faut vraiment qu'on prenne sur nous. Et beaucoup de Français ne disent plus rien. Malheureusement, ils vont même plus porter plainte. Par contre, les autres, ils règlent leur compte sur place et en général, il se passe rien de plus, quoi. Ou alors, il faut vraiment que ça aille très loin pour qu'il y ait une sanction vis-à-vis du chauffeur. Oui, l'orphelin, vous vouliez intervenir à ce sujet ? Ouais, non, enfin, je trouve ce livre absolument passionnant parce que, enfin, vous décrivez ça sur une période très longue, sur 10-15 ans. Et ça montre vraiment les étapes de l'ensauvagement des banlieues. Donc, on rentre en plus, c'était dans le contexte des époques des émeutes. Il y a eu 2005, etc. Après, les promesses non tenues de certains présidents qui nous promettaient monts et merveilles de sécuriser les banlieues en nettoyant au Karcher. Promesse évidemment non tenue. Et en plus c'est un cercle vicieux, c'est sans fin. C'est-à-dire que la RATP part d'une fausse bonne idée en disant qu'on va embaucher des chauffeurs qui ressemblent à la population transportée. Ça ne marche pas. Mais ça se règle entre grands frères des populations. Donc, alors effectivement, il n'y a plus le problème de racisme. Donc, en plus, ça montre effectivement l'échec de ce prisme, en disant que oui, mais c'était normal parce que les chauffeurs blancs étaient racistes, etc. Enfin, ça montre vraiment l'échec total de. Mais je ne sais pas comment résoudre le problème actuellement. Enfin. Là, ça paraît très difficile. C'est même mal barré. Vous décrivez le vélibus aussi. Donc, on allait directement avec un bus chercher dans les banlieues. Ils vont toujours. La RATP met en place un bus qui sillonne donc les banlieues et qui va carrément les chercher dans le cœur des cités en leur expliquant ce qu'est le métier de chauffeur de bus, les avantages, le salaire, et qui les invite à postuler pour devenir chauffeur de bus et leur dire évidemment que la RATP est une entreprise ouverte. Et que voilà, que donc c'est merveilleux et qu'ils peuvent venir et que tout va bien se passer. Voilà, sauf que tout ça a un petit peu cafouillé quand même. En fin de compte, tout le monde se rend compte que ça ne se passe pas bien du tout. Même la direction se rend compte. Mais là, on est arrivé à un point difficile à revenir dessus parce que on a quand même donc un certain nombre d'agents musulmans pour lesquels on a investi. Ce sont des gens qui ont quand même passé leur permis. La RATP, ça lui a coûté cher. Et donc, maintenant, ce qu'ils essayent de faire, ils colmatent, quoi. Hein. Ils essayent de... Alors, ils font des chartes, ils ressortent des règlements régulièrement, mais on voit bien que ça tient pas, quoi, que ça marche pas. Alors juste, chers auditeurs, vous écoutez le libre journal de la liberté politique qui est dirigé aujourd'hui par Anne-Sophie Ongre-Boyel-Dieu, assistée de Anne-Laure Mahler. Ce libre journal sera diffusé donc le mercredi 10 août, mais nous avons été obligés de le préenregistrer. Donc vous ne pouvez pas poser vos questions en direct. Par contre, vous pouvez transmettre vos questions au secrétariat et nous aurons le plaisir d'y répondre lors des prochaines émissions. Nous recevons Guylaine Duménil pour son livre Mahomet au volant, la charia au tournant. Louis l'orphelin, qui est journaliste à Présent et à Mondévy, et par téléphone en fin d'émission nous recevrons Karim Mouchik, qui a été l'avocat de Guylaine Duménil et qui pourra donc compléter Ghislaine, pardonnez-moi, l'avocat de Ghislaine Duménil, et il pourra donc compléter son propos. Ghislaine, je voulais vous poser une question.
D'abord, votre histoire décrit un glissement d'ambiance qui date de 2002. Si je me trompe, il y avait eu les attentats à cette époque. Les attentats du World Trade Center. 2001. Et ça n'a pas modifié la position de la RATP sur l'embauche Non, pas du tout. Je crois que ce qui a prévalu à cette période, c'était le pas d'amalgame. Et qu'au contraire, il fallait montrer qu'ils étaient capables de s'intégrer, de travailler et de travailler bien. Et donc, c'est même là, je dirais, que qu'on a commencé à les faire entrer en masse. D'accord. Donc non, pas du tout. Il n'y a pas eu de prise de conscience, ou en tout cas, c'est ce que voulait faire croire le gouvernement de l'époque, quoi. Qu'il n'y a pas de il devait pas y avoir, si vous voulez, pour cette population, de conséquences. D'accord. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit sur un cas très concret que en 2001, l'attitude logique de responsable politique eût été d'observer une certaine prudence vis-à-vis de compatriotes ou même de personnes n'ayant pas la nationalité française, qui avaient une religion qui s'était illustrée par la violence de son action, et que par refus du réel, par dogmatisme, on a enclenché exactement la politique inverse à ce qu'il aurait fallu avoir comme position. C'est sûr. Et encore plus aujourd'hui, j'ai envie de dire, parce que avec ce qui s'est passé, ensuite, on a bien vu quand même depuis 2001 et depuis l'arrivée de cette population que la laïcité n'était pas respectée, ça s'est vu, ça se savait. Vous savez, moi, quand avec les filles, on a commencé à réagir en 2012, en réalité, j'ai retrouvé par la suite des papiers qui avaient été, des tracts d'un syndicat, notamment un syndicat des cadres, qui exprimait justement tout un tas de problèmes, notamment celui de refuser de prendre le bus après une femme, et ça date de 2006. Et en 2006, on n'est pas encore à 50%. Donc, en 2006, il y a déjà des problèmes, mais si on les dénonce en 2006, c'est que ça fait déjà quelques années que ça dure, et qu'à un moment donné, il y en a un qui décide d'intervenir. Donc, en fait, depuis 2001, donc il y a eu cette arrivée massive de personnes musulmanes, mais on n'a pas, c'était une volonté politique. Et il n'y a pas eu du tout de mesures de précaution. On n'a pas, à aucun moment, en tout cas les politiques et même la direction s'est posé la question de savoir est-ce que c'était judicieux, parce qu'on est quand même dans le transport, on fabrique pas on n'est pas dans, je sais pas moi, la pomme de terre où on transporte des millions de voyageurs par jour. Et puis on sait très bien, il y a eu des attentats dans les trains en Espagne, peut-être, et dans un bus à Londres. On voit les dégâts conséquents que ça peut faire. Et pour autant, non, personne n'a pris la mesure. Alors justement, pour revenir de façon chronologique, vous apercevez tout ça, vous commencez à en parler avec les conductrices, même si vous êtes peu nombreuses. Vous allez voir votre DRH, votre première réaction, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez dit, on va faire remonter l'information. Enfin, votre démarche, ça a été quoi? Ça a été de faire remonter l'info. Donc j'ai été voir mon RH qui m'a mis une tape dans le dos. Vous inquiétez pas, Madame Duménil, c'est pas grave, prenez sur vous. De toute façon, il était au courant c'est comme déjà, ça maintenant. Pas surpris. Oui, non, mais tout le monde était au courant. Il y avait pas même à cette époque. Oui. Bah, là, je suis en 2012. 2012, c'est pas loin. Non, c'est pas loin. Donc, non, il était parfaitement au courant de tout ce qui se passait. Ensuite, j'ai été voir mon délégué local de la CGT qui lui m'a dit pareil, grosso modo, c'est pas bien grave, prends sur toi, etc. Et le fameux m'explique qu'il est contre la laïcité et que je suis tombée un petit peu dénue, beaucoup. Donc le représentant de la CGT, dont vous étiez adhérente, vous dit je suis contre la laïcité. Voilà. Et comment il le justifie, ça? Il explique que donc c'est un principe qui a été mis en place par les bourgeois à la Révolution française et que par conséquent tout ce qui vient des bourgeois c'est mauvais et il estime que chacun doit être libre grosso modo de pratiquer sa religion. Religion. Je me permets de vous taquiner un petit peu.
en tant que femme, vous auriez été chrétienne et auriez souhaité pouvoir pratiquer la Semaine Sainte et donc être absente le temps de la Semaine Sainte pour pouvoir suivre les processions et les messes, comment aurait réagi cette personne ? Je pense qu'il aurait brandi la laïcité, justement. C'est sûr, c'est certain. Là, il s'agissait de l'islam, donc là, on passe à un autre registre. C'est pas pareil. C'est un petit peu la religion des pauvres aujourd'hui. C'est celle qu'on doit, en tout cas, qu'on doit pas attaquer, en aucun cas, parce que ce sont des pauvres gens qui méritent, y compris de la part de la CGT qui se dit défendre la laïcité. Voilà, on doit être ouvert, tolérant vis-à-vis de cette population. Voilà. Alors vous avez une phrase dans votre livre qui résume ça, c'est la crainte d'un fascisme fantasmé. Ouais. Fascisme fantasmé, oui. Justifier toutes les capitulations devant les marques de l'avancée de l'islam. Parce que bien entendu, que ce soit lui ou le responsable ressources humaines, m'ont fait la même sortie, c'est-à-dire tu vas réveiller les fachos si tu interviens, si tu dénonces, quoi. Tu vas réveiller les fachos. On vous a dit ça, c'est ouais. Ça, c'est des choses qui reviennent assez régulièrement. Et alors, venons, Anne-Sophie l'a rappelé tout à l'heure, vous avez un parcours de gauche. J'aimerais savoir quel est à quoi ressemble le facho, le croque-mitaine qui est brandi lorsque un ouvrier s'étonne du traitement qui lui est infligé, demande justice. Quand on vous brandit, tu vas réveiller les fachos. C'est quoi un fasciste ? Pour moi, ça rien. Quand ils m'ont dit ça, ça ne signifiait rien parce que ça voulait dire que moi-même je l'étais. Donc j'étais raciste, quand même. En fait. Voilà, moi j'ai été assez surprise parce que je me dis grosso modo, c'est quand même l'image qu'il te. C'est l'ennemi. Point. C'est moi. C'est le raciste. Ce serait moi. Voilà. Ce que vous expliquez, c'est le fascisme, c'est le raciste. C'est ça. Parler de l'islam, aller contre. Le racisme et l'islamophobe. Hein. Oui. Oui, c'est. Enfin. La réaction de votre responsable CGT local, je vais replacer dans un contexte historique. Ça montre bien en fait que la CGT et le communisme en fait systématiquement dans l'histoire de France a toujours pris le parti de l'ennemi. Alors avant l'ennemi il était à l'extérieur, on prenait au nom de l'international, fallait prendre le parti contre les Français pour lutter contre le nationalisme, etc. Et puis aujourd'hui, donc les ouvriers ne suivant plus, les ouvriers français ne suivant plus cette logique-là, il a fallu remplacer pour renouveler aussi son électorat. Donc on est allé chercher les nouveaux damnés latères. Les nouveaux damnés latères aujourd'hui sont les immigrés, sont les musulmans. Donc ça c'est mon premier point. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. En tout cas, moi, c'est la lecture que j'en ai. Et le deuxième point, ça montre bien que la laïcité c'est vraiment la laïcité à deux vitesses. C'est-à-dire, et que la laïcité, c'est vraiment une arme de destruction massive de l'identité française et de sa religion. C'est-à-dire, au nom de la laïcité, on va promouvoir la diversité. Mais au nom de la laïcité, on va interdire aux catholiques de pratiquer leur religion. Vos exemples illustrent parfaitement tout ce que notre camp politique, la droite nationale, donc ces fameux fachos qui sont brandis de manière complètement fantasmée par certains, ça montre vraiment ce qu'on En fait, le facho, c'était le Front National. En fait, fallait pas que ça arrive aux oreilles du Front National. Et comme ils ont essayé de me prendre par les sentiments. Quand t'es de gauche, tu vas pas faire un esclandre. Et puis tu te rends compte, le Front National va se saisir de l'affaire, alors que le Front National n'a jamais, à aucun moment, j'ai jamais entendu personne du Front National intervenir ou mentionner ce qui se passait à la RATP. Mais c'était ça. La grande crainte, c'était le Front National. Donc là, la première arme, la laïcité, ça passe pas. Mais il y a une deuxième arme que vous avez utilisée, et apparemment avec aussi peu de succès, c'est le sexisme. Ouais. Ça, alors, qu'est-ce qu'ils en disent de ça ? Vous allez voir, il y a quand même un problème de sexisme. Où sont les féministes ? Là, il y a pas de féministes. Hein. Là, on se rend compte que vraiment, il y a pas de syndicats et il y a pas de féministes. Donc, on est vraiment seul au monde. En plus de ça, on a une direction qui s'en fout et qui est assez contente de son résultat.
à ce moment-là en tout cas. Donc non, les féministes sont pas là. On est vraiment seuls. Parce que alors du coup, justement, comme on est ultra minoritaire, on s'attend à être... on est plus faible, hein, forcément, en nombre. Hein, donc on s'attend à être épaulé. On s'attend à avoir une oreille attentive à ce qui se passe. Mais pas du tout. Là, pour le coup, les féministes... je les ai pas vus, quoi. Vous citez Anne Zelinsky, quand même, qui était présidente de la Ligue du droit des femmes. Ouais. Et elle, vous lui avez écrit, elle vous a écrit, racontez-nous un peu son intervention. Non, en fait, c'est que lorsque la vidéo est sortie sur Riposte Laïque, c'est comme ça qu'elle l'a vue, elle a été scandalisée, elle a écrit... Vous avez une vidéo qu'on raconte à nos auditeurs, ouais. Voilà, donc la coupe est pleine, personne ne réagit, et vous, avec quelques copines, vous décidez... D'ailleurs, c'est très bien écrit dans le livre, comme un moment très convivial. Ça dure longtemps. Vous en avez filmé 1h30. Vous avez bu des coups ensemble. Vous retrouvez l'ambiance que vous aimez à la RATP, de convivialité. Vous dites de fraternité. Tout le monde est d'accord. Tout le monde se lâche. On fait une superbe vidéo. Et puis, il y a même ça monte en gamme. On dit vraiment les choses. Ça dure, je sais pas, quelques minutes. Vous les mettez sur la YouTube. vidéo, elle doit durer 6 minutes, je pense. Voilà, vous en avez tourné 1h30, mais voilà. Oui, on a. Ouais. Et le 14 décembre de quelle année, rappelez-moi? 2012, c'était 2012. 2012. Là, vous décidez de la mettre sur YouTube. Ouais. Et alors là, c'est le début. C'est coup de tonnerre. Hein. Là, vous montez au créneau et vous avez le coup de tonnerre. Coup de tonnerre. Alors, c'est vrai que lors de cette journée, c'est vrai que ça a été quelque chose de... Enfin, c'était incroyable, quoi, parce que j'y croyais pas moi-même. Je me disais, enfin, les filles, ça y est, elles réagissent. Elles réagissent, on est prêtes à... Les filles, c'est combien, pour nous donner une idée? On était une vingtaine. D'accord, donc des 20 conductrices. Ouais, et puis il y a 2-3 gars qui sont là aussi. D'accord, donc de bouche à oreille, vous arrivez à vous réunir, et puis... le silence n'est plus silence, on arrive à délier les langues, ça y est, on en parle. On parle. Ouais, on en parle et il se passe quelque chose, quoi, parce que c'est quand même incroyable de se retrouver. Et puis en plus, on est sur un dimanche. Elles ont toutes laissé leurs enfants à la maison avec le mari. Elles font 90 km pour venir chez moi et pour parler de ça. Je veux dire, c'est pas. Il y a une volonté. Oui, il y a vraiment une volonté. Et puis de la souffrance à exprimer beaucoup. Beaucoup de souffrance. Vous êtes nombreuses en fait, parce que 22 dans même si la RATP est une grosse entreprise, 22 femmes qui se réunissent. Ça fait beaucoup. Par rapport à mon centre, ça fait un sacré noyau. Hein. Donc là, il y a beaucoup de choses à dire finalement qui avaient été refoulées sur la place qu'a pris l'islam. C'est-à-dire, en gros, c'est le refus de saluer une femme, de prendre un bus derrière une femme qui a été conductrice, et puis le nombre de barbus qui va crescendo aussi, c'est ça? C'était ça. L'attitude de la direction. Qui prend qu'une mesure. Est-ce qu'il y a eu je me permets de vous interrompre, est-ce qu'il y a eu des agressions de chauffeurs masculins envers des conductrices physiques où ils ont jamais passé c'est souvent des des expressions, en fait. On va reprocher à une personne, par exemple, de fumer, à une fille musulmane, par exemple, on va lui dire, le barbu va lui rappeler quand même que c'est pas bien de fumer. Ou de mettre du parfum, ça vous citez ça aussi pour les turpitudes, c'est ça? Ah bah là, ça vous le dites bien. On sait pas. Ça, c'est que le parfum, c'est vrai que on se demande si c'est pas une des raisons qui faisait qu'il refusait de prendre le volant après une femme. Et c'est vrai que on s'assoit sur le même siège. Et alors, c'est quoi leur argument pour le parfum? Non, ils supportent rien. De toute façon, ils supportent pas le parfum, la musique. Enfin, c'est des gens qui... Voilà, c'est le Coran et rien d'autre. Donc, ils supportent rien. Donc, tout ça, et encore moins de travailler avec des femmes. Ils refusent de travailler avec les femmes. Donc, des réflexions sur les femmes, si. Et puis, par exemple, aussi au Ramadan, j'ai une souvenir d'une amie, une ancienne amie, collègue, qui m'avait dit qu'un barbu lui avait fait la réflexion, et comment tu fais pas le Ramadan, et elle avait été obligée de lui dire, c'est ce qu'elle avait trouvé à lui répondre, oui, mais j'ai mes règles. Comme s'il fallait elle avait dû se justifier. De boire un verre d'eau. Voilà, pour avoir bu ou mangé quelque chose, j'ai mes règles. Mais attends, mais dans quel monde on vit, quoi? En quoi ça le regarde? Et elle a... ça a été sa seule réponse, quoi. Plutôt que de lui dire, ça te regarde pas, je fais ce que je veux. Je bois un verre d'eau si je veux. C'est ce qu'elle avait fait. Vous le racontez. Et donc, voilà.
C'était plutôt ce genre de réflexion, ou alors des réflexions sur t'as vu, c'est une femme célibataire, il supporte mal qu'une femme musulmane puisse être une mère célibataire. Ou moi je sais que j'avais eu une conversation où le gars il me disait mais pourquoi tu travailles, t'as des enfants, un mari, tu ferais mieux de rester chez toi, travailler ouais, pour ton foyer et non pas toucher un salaire et tout. Pour eux c'était donc dans cette vidéo vous imitez quoi, parce qu'en fait je l'ai pas visionnée, je sais même pas si elle est encore sur YouTube. On parle de si elle y est toujours. D'accord. On parle de ce qui nous affectait le plus, c'est-à-dire les marques de salut. On parle aussi du Ramadan qui pose des problèmes. On parle des prières. Sous forme de témoignages. Les prières. On tombe sur des collègues qui font des prières, mais quasiment sans arrêt. Et puis partout. Et voilà, c'était ça qui ressortait, des altercations avec des collègues. C'était tout ça. On avait vraiment besoin de s'exprimer. J'avais demandé à la RATP qu'elle nous donne la possibilité de nous exprimer, mais elle a refusé. Enfin, pour elle, ça coûtait trop cher. Et donc on s'est dit, puisque ça coûte trop cher, on va le faire nous-mêmes, on va le faire sur YouTube et on va la poster, et comme ça tout le monde aura le loisir de savoir ce qui se passe à la RATP. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est que on avait, donc c'était sous couvert de l'anonymat entre guillemets, c'est-à-dire qu'on voyait pas nos visages. Par contre, ils ont très bien reconnu nos voix. Et puis ça a été une catastrophe. Ça a été très dur parce que du coup, ils nous sont tous tombés dessus. La direction vous avez nous est été tombée identifié, dessus. vous ? Ouais, les collègues. La direction nous a identifiés, bien entendu. Les syndicats nous ont identifiés. M'ont identifié en tout cas, et ça a été une catastrophe parce que tout le monde vraiment nous est tombé dessus, quoi. Donc il y a une espèce de traque pour reconnaître quelles étaient les femmes. C'est ça. C'est ce que vous décrivez bien. C'était vraiment une traque. Ouais. Alors il y en a qui ont craqué tout de suite. Elles ont balancé des noms, et puis surtout le mien. Parce que c'était facile, en plus c'était chez moi, donc voilà. Et puis de toute façon, j'endossais bien le rôle. Enfin, je veux dire, c'était pas un problème. Vraiment. Vous assumiez. Ah oui, complètement. C'était pas. Vous étiez c'est pas grave. C'est moi qui ai organisé. Et alors. Mais c'est que vous étiez prête, vous, à moi, assumer le risque. J'étais plus prête qu'elle, en tout cas. D'ailleurs, vous le dites, et c'est une phrase qui revient. Si nous étions restés soudés, cela aurait tout changé. Ah, ça aurait été complètement différent, c'est sûr. Là, ce qui s'est passé, c'est que, si vous voulez, les accusations de racisme et d'islamophobes et d'anti-musulmans ont très bien fonctionné sur elle, moins sur moi. Mais elles y ont cru, hein. Elles ont vraiment cru qu'elles étaient devenues racistes parce qu'elles avaient elles avaient témoigné sur YouTube, quoi. Alors que ce qu'on dit, y a rien de raciste, en fait, dans cette vidéo. On décrit juste une situation, un ras-le-bol total, et on demande à être entendu, puis on essaye de montrer aussi notre détermination, parce que c'était facile d'aller voir la direction et de dire oui, là, ça commence à bien faire. Il y a rien de concret, quoi. C'est pas, ils se disent tant qu'elle râle, c'est pas très grave, mais à partir du moment où on met une vidéo sur YouTube, là, c'est autre chose déjà. Ça prend une autre tournure. Ouais, et ça montre qu'on est déterminé. Donc, il fallait absolument casser dans l'œuf, justement, cette détermination et de dire, ne leur donnons pas d'autres idées, surtout qu'on en avait d'autres, des idées. On avait l'intention de faire bien d'autres choses. C'est-à-dire que dans cette journée-là, avant de faire la vidéo, on avait prévu de faire d'autres choses. Vous avez monté tout un plan d'action. Ouais, notamment la journée de la femme, le 8 mars. Oui. On avait l'intention d'aller, d'organiser quelque chose, et on avait fait plein de propositions. Et l'idée, c'était de se réunir à nouveau et d'organiser cette journée. Mais c'était, attention, hein, dans ces propositions, il y avait des choses qui étaient quand même 10 fois plus musclées, à mon avis, oui, que la vidéo. Parmi lesquelles vous en citez une, vous en souvenez ? Ah oui. Alors, certaines voulaient organiser un petit déjeuner. Saucisson pinard. Non halal, voilà, exactement. Pas pinard, mais saucisson sûr. Vous avez pinard peut-être pas, parce que voilà. Des associations équipées pour vous Mais aider. en tout cas, les filles disaient on mettra du porc, parce qu'il est hors de question que nous on nous exclue et que eux puissent manger et ne soient pas eux à leur tour aussi exclus. Ça, c'était quelque chose de très fort. Il y en a qui voulaient venir voiler.
Elle disait, puisque on n'est pas entendu, puisqu'ils nous prennent pour des sous-hommes, des sous-hommes avec un grand H, des inférieurs, etc. On n'a qu'à venir voiler. On va travailler voilé maintenant. Ça aurait été une erreur parce que vous avez vu que les hiérarchies admettent. Oui, admettent en fait. Ça en reparlera, oui. Mais et puis il y en a qui voulaient venir au contraire dénuder, comme les femmes. Enfin voilà, il y avait tout vraiment des réactions, enfin des actions choc quoi. Elle voulait vraiment. Donc en même temps, ça partait dans tous les sens et des tas de choses qui étaient dites et on a d'ailleurs fait une dernière lettre ce jour. Enfin j'avais préparé une lettre, on l'a votée à l'unanimité. Enfin on avait prévu de faire un collectif. Enfin vraiment, il se passait quelque chose. C'était une journée pleine de belles intentions, de promesses, plans d'action et puis. Mais donc voilà, la réalité c'est qu'en fait tout ceux qui ont le pouvoir, c'est-à-dire les syndicats, la direction, et ceux qui ont le pouvoir par la majorité, c'est-à-dire les musulmans, ont évidemment cassé, ce que je disais, cassé dans l'œuf l'action et ils ont réussi, parce que je me suis retrouvée vraiment toute seule. Mais bon. Je voulais vous demander, souligner autre chose, c'est que vous avez eu vos compagnes de tranchées étaient des femmes qui percevaient bien l'injustice de votre quotidien, mais ce que vous décrivez comme une traque et puis des passages à l'aveu, c'est exactement ce qui est décrit par nos amis qui avaient réussi à fuir le totalitarisme communiste et qui racontaient comment dans leur famille on était traqués parce que tel jour on n'avait pas porté le foulard en honneur à telle autorité locale. Et simplement ce qui se passe c'est que je pense qu'il ne faut pas désespérer de vos camarades. Elles n'étaient pas prêtes au combat. Non, pas du tout. Elles s'étaient pas projetées, elles sont parties d'une émotion et elles seront obligées d'y revenir. Vous avez au moins semé quelque chose qui est que sur les 22 jeunes femmes qui vous accompagnaient, il y en aura peut-être 2 qui, la prochaine fois qu'elles décideront d'agir, anticiperont évidemment que vous avez affaire à des gens qui sont hostiles et qui refusent de constater qu'il y a un problème, parce que si on constate qu'il y a un problème, ça veut dire qu'on remet en cause toute une idéologie. En fait, plus que ça, pour moi, c'est pas du tout négatif tout ce qui s'est passé. Je le vis pas du tout. Enfin, c'est sûr que sur le coup, si je dis ma mince, attends, on était tout ensemble, c'était super, on était d'accord, on avait prévu de faire d'autres choses et tout. C'est sûr, sur le coup, surtout quand tout le monde vous tombe dessus, c'est difficile à vivre. Donc c'est sûr que sur le coup, ça a été difficile. Mais aujourd'hui, et même 6 mois plus tard, pour moi, c'était pas du négatif. Parce que mine de rien, ce qu'on a fait, beaucoup de collègues étaient d'accord. Enfin, même s'ils le disaient pas ouvertement, moi, ils venaient me féliciter. Ils disaient, franchement, ce que t'as fait, c'est top, quoi. Et t'as eu raison, etc. Et d'abord, j'ai rencontré aussi beaucoup de gens, qui ont changé ma vie, faut reconnaître, et ma façon de voir les choses. Et puis, finalement, ce que j'ai dénoncé dès le départ, par la suite, s'est avéré dramatique. Et à mon avis, on n'a pas fini. Donc ça va être donc rien n'est perdu, tout ça est positif, y compris même pour ces filles-là qui, c'est vrai, elles ont perdu pied, elles ont abandonné rapidement, mais je pense qu'effectivement, dans un coin de leur tête, quand même, ce qui s'est passé, c'est resté quand même. Il y en a qui m'ont pas abandonné. Il y en a avec qui je suis toujours en contact, avec qui ça se passe bien. Je pouvais pas leur demander non plus de se mettre en avant. Moi, je prenais mes responsabilités, mais je pouvais pas dire aux autres, vous aussi, faites-le. Mettez-vous en danger. C'est facile, mettez-vous en danger. En fait, chacun réagit. Il y en a qui sont prêts et il y en a qui sont pas prêts. Moi, voilà, c'est. Et donc, vous avez un mot fort pour évoquer ça, c'est qu'en fait, vous subissez une fatwa. C'est à ça. la RATP, c'est la fatwa. c'est possible. À l'encontre d'une citoyenne française. À partir de ce jour-là, c'était une fatwa contre vous. Ouais, parce que la quasi-totalité des musulmans ont cessé de me serrer la main. À d'autres aussi, mais alors même qui étaient identifiés. Alors c'est ça aussi que je voulais voir avec vous, ceux qui se disaient modérés, parce que faisons la part des choses. Ceux qui se disaient modérés, ils n'étaient pas tous barbus. Ça a été les pires. Ça a été les pires, les plus agressifs encore. Ça a été les plus agressifs, alors que je me souviens qu'ils me racontaient que c'était pas ça l'islam, que c'était, ou alors soit c'était pas l'islam, ou alors c'était par respect. Voilà.
Donc, ils essaient de justifier d'une manière ou d'une autre les marques de salut, etc. Mais ceux-là ont été les pires. Ça a été les plus agressifs et les plus déterminés dans cette fatwa. Bon, les autres nous serraient déjà pas la main, donc voilà. Et puis ils se fichent de la laïcité, et même ils se fichaient de savoir, qu'on avait fait une vidéo. Ils n'étaient pas du tout touchés par ça. Par contre, les musulmans sont arrivés en renfort, quoi. Ils sont venus là pour les défendre. Les dits modérés sont arrivés en renfort. Et ils étaient sûrement les plus nombreux en plus. Et ils étaient les plus nombreux. Et ça s'est traduit comment, la mobilisation des modérés contre vous et contre vos compagnes? On me crachait, devant mes pieds. On crachait pas dessus, mais on crachait devant mes pieds. On m'a insulté à plusieurs reprises. Ils ont écrit des mots des inscriptions sur les murs. Ils ont monté des cabales en racontant n'importe quoi, histoire que la direction me sanctionne. Avec témoins, faux témoins, etc. Témoignage. Ouais. Et ils ont en fait pour travailler, ça devenait compliqué parce qu'ils me parlaient pas. Donc on est quand même dans un métier où on travaille en équipe et c'était un peu compliqué pour moi. Voilà. Donc en fait c'était que je suis partie au travail. C'était du harcèlement, de l'acharnement. Ça a été super dur. Hein. Et vous avez votre mari qui travaille aussi à la RATP. Ouais. Et donc, vous expliquez dans le livre que vous avez changé votre rythme de travail, qui au départ vous permettait de vous voir en alternance avec votre mari. En fait, ce qui se passait, c'est que on a toujours été, sauf à certaines périodes, mais on a toujours été plus ou moins en alternance, c'est-à-dire lui du matin ou moi de l'après-midi. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on alternait justement. C'est-à-dire qu'après, lui était du matin et moi de l'après-midi, histoire qu'à un moment, l'un ou l'autre puisse dormir quand même, parce que les matins sont durs, hein. Ou même celui qui travaille de nuit, c'est dur. Donc il fallait qu'à un moment donné, l'autre puisse dormir, ou même ne serait-ce que voir ses enfants, parce qu'il y a certains horaires, on les voit jamais de la semaine, quoi, du mois même. Hein. Donc on alternait comme ça, mais on avait nos mêmes repos, par contre on y tenait. Et ce qui s'est passé, c'est que pour éviter la racaille, parce qu'on m'avait promis de me faire la peau par le biais des racailles. Vous avez bien reçu, et c'était ça. Vous sous-estimez les agressions auxquelles vous avez fait face, parce que tout à l'heure je vous ai posé la question, je vous ai dit, avez-vous été agressé physiquement? Peut-être qu'on vous a pas touché, mais c'est quand même des menaces presque de mort. Ah, mais j'ai même eu des menaces de mort. Vous avez eu des menaces de mort? J'ai porté plainte et tout. Bon, il y a pas de suite, mais j'ai eu menaces de mort. Justement, on me promettait d'être agressé. Que la racaille justement du coin, parce que moi je desservais quand même toutes les cités sensibles de Nanterre à Gennevilliers, et on me promettait l'agression peut-être grave, peut-être. Et donc pour éviter ça, comme les racailles, tout le monde sait que les racailles dorment le matin. Je me disais le mieux c'est que moi je ne travaille plus que le matin. Et mon mari, lui, avait en charge de travailler l'après-midi, voire la nuit. Et la direction n'a pas cherché à vous mettre en sécurité sur, par exemple, les circuits où vous ne seriez pas exposé Si, mais disons que le truc de la RATP, c'était de dire... il fallait, effectivement, ils étaient bien embêtés avec moi, parce que il fallait... Eux niaient. Ils pensaient que j'étais pas en danger. Mais ils disaient, si vraiment ça va pas, vous pouvez changer de ligne. Moi, j'ai toujours refusé de changer de ligne et de dépôt, parce que c'était vraiment encore une fuite. Et j'aurais pas supporté de quitter et mes collègues et ma ligne, que j'aimais beaucoup, mon travail sur cette ligne. Et donc voilà. Mais c'est vrai que souvent, ils m'ont dit, mais... partez. Ils ont tout fait d'ailleurs pour que je parte. Bon, j'ai fini par partir. Mais ça a duré 3 ans. Pendant 3 ans, à chaque fois que j'ai été convoquée, parce que j'ai été convoquée je ne sais combien de fois, à chaque fois c'était, mais madame, faut changer de ligne, faut faire ci, faut faire ça, faut partir, quoi. Et j'ai toujours refusé, parce que c'était pas de leur part, c'était pas dans... Pour vous mettre à l'abri. C'était pas pour me mettre à l'abri, c'était vraiment pour se débarrasser de la patate chaude. Ouais. Et j'ai refusé du coup. Et de toute façon, j'estimais que c'était pas à moi de partir, quoi.
Oui, vous voulez ajouter quelque chose ? Enfin, c'est votre cas est vraiment typique de ces élites qui nient absolument la réalité. Et en fait, vous êtes en fait le fauteur de troubles finalement au sein de cette entreprise. C'était vous êtes venu briser le rêve, la société idéale du vivre ensemble promise par le socialisme rose bonbon, bisounours et arc-en-ciel c'est vraiment, enfin, c'est hallucinant d'entendre ça les syndicats et la direction qui sont censés vous protéger et vous mettre à l'abri, qui finalement vous lâchent et en race campagne, quoi. Mais non seulement ils me lâchent, mais ils me mettent la tête sous l'eau, quoi. Donc aucun soutien. Je vais juste réidentifier notre journal auprès des auditeurs. Donc chers auditeurs, vous écoutez le libre journal de la liberté politique qui est dirigé aujourd'hui par Anne-Sophie Ongre-Boyel-Dieu, assistée d'Anne-Laure Mahler. Le journal est diffusé le mercredi 10 août, mais il a été préenregistré, donc vous ne pourrez pas écoutez, vous ne pourrez pas poser vos questions. Par contre, nous y répondrons en différé. Elles nous seront transmises par le secrétariat de Radio Courtoisie. Donc nous allons avoir l'intervention de Karim Ouchik. Bonjour Karim, vous nous entendez ? Bonjour, oui, je vous entends parfaitement. Bonjour, merci d'intervenir dans ce journal de la liberté politique sur Radio Courtoisie. Vous êtes là parce que nous recevons aujourd'hui Louis l'Orphelin, journaliste à Présent et Mondévy. Bonjour monsieur. Et Ghislaine Duménil, qui a écrit un ouvrage que vous devez connaître, qui s'appelle Mahomet. Oui, il faut pas. Mahomet au volant, la charia au tournant, qui est édité chez Riposte Laïque. Donc, Karim, en tant qu'avocat et avocat de Riposte Laïque, vous avez eu à intervenir auprès de Ghislaine Duménil, qui a vu, on était en train de le raconter à nos auditeurs, s'installer la loi de l'islam à la RATP en tant que conductrice. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu l'action que vous avez eu à faire dans cette affaire ? Oui, bien sûr. Je me souviens d'une affaire qui s'est déroulée en 2013. Une affaire, je dirais deux affaires, deux procédures pour être beaucoup plus précis, car le dénommé Nasser Adjal, qui avait été le machiniste de la RATP, qui avait été à l'origine de pratiques parfaitement condamnables parce que attentatoires à la dignité de la femme, avait engagé contre Riposte Laïque et contre l'auteur d'une vidéo qui semblait ne pas convenir à cet individu, deux procédures. Deux procédures distinctes, l'une au civil devant le tribunal de grande instance de Nanterre et l'autre devant le tribunal correctionnel de Paris, la fameuse 17e chambre. Et sur cette affaire, comportant deux procédures, je me souviens assez bien du déroulement de ces deux dossiers, puisque sur la procédure civile qui avait été introduite par monsieur Nasser Adjal, nous avions été amenés à soulever un certain nombre d'arguments sur le fond et sur la forme. Et sur la forme, sans rentrer dans le détail, j'avais soulevé un certain nombre de fins de non-recevoir, liées notamment à la localisation géographique du site de Riposte Laïque hébergé en Suisse. Je vous passe les détails, oui. Mais j'avais obtenu satisfaction. Et parce que pour bien comprendre, les arguments, donc c'était Riposte Laïque qui était mis en cause, c'était Ghislaine Duménil, et c'était l'argument adverse, c'était quoi ? Vous vous souvenez ? Grosso modo, oui, l'intéressé considérait que la vidéo litigieuse portait atteinte à son image, puisque on dénonçait l'individu nommément avec son nom, son identité, son prénom, je crois de mémoire. Non, Ghislaine est devant moi, elle me dit non. Dans la vidéo, il n'était pas du tout question. C'est ce que lui disait. Ah oui, c'est oui. pas ce que je faisais valoir. Je reprends les arguments. L'avocat du diable, d'accord. Voilà. Non, je ne dis pas que c'est ce que nous avons plaidé. C'est ce que lui. Ce qui a été soulevé argué par le requérant, qui estimait à tort, soyons plus précis, que la vidéo portait atteinte à son image, portait atteinte également, de façon générale, à l'honneur et à la considération de sa personne, et portait atteinte de façon générale au personnel de confession musulmane, puisqu'il estimait évidemment de sa propre personne que tous les machinistes de confession musulmane étaient mis en cause au travers de cette vidéo. Alors évidemment, nous avions épluché le dossier, puis nous avions fait valoir au tribunal qu'aucun de ces trois arguments n'était recevable, et puis sur un argument lié à une fin de non-recevoir
concernant le siège social de Riposte laïque, eh bien, le tribunal avait débouté purement et simplement Nasser Adjal de toutes ses demandes. Et voilà un garçon qui espérait, au travers de cette procédure civile, alimenter la procédure pénale qu'il avait introduite parallèlement, mais qui intervenait quelques semaines après. Souvenons-nous que cette affaire au civil devant le tribunal de grande instance de Nanterre intervenait en janvier 2013, et son affaire pénale, sa citation pénale, intervenait en mars 2013. Et il espérait, au travers d'une victoire attendue dans le cadre de cette procédure civile, nourrir et alimenter la procédure pénale. Bon. Il n'y est pas arrivé parce que ce garçon, non content d'avoir inventé des arguments de toutes pièces, n'a pas eu le courage d'aller jusqu'au bout de la procédure pénale, car lorsque cette affaire est venue au pénal, pour faire simple et court, en mars, il fallait qu'il consigne une certaine somme d'argent parce qu'il avait mis en mouvement l'action pénale. C'est comme ça que ça se passe en matière correctionnelle. Lorsqu'on fait une citation, lorsqu'on est à l'origine d'une procédure pénale, il y a une première audience, une sorte d'audience de mise en état, où le tribunal fixe une somme à consigner parce que vous mettez en avant et vous mettez en mouvement l'action publique, et puis l'affaire est renvoyée à une autre date pour vérifier si cette consignation est payée. Et si la consignation est payée, eh bien l'affaire est en l'état d'être jugée. Or, en mars, lorsque cette affaire est venue au pénal pour la première audience de mise en état, le tribunal avait fixé une consignation d'un montant relativement modeste de 600 € si mes souvenirs sont bons, et avait renvoyé l'affaire au mois de juin. Et pourtant, je pense que Ghislaine, vous le mentionnez dans votre livre, il y avait eu une collecte, non, auprès des chauffeurs. Oui. En plus, il avait fait appel à la solidarité des autres chauffeurs. Alors, donc, Ghislaine confirme le bien fondé de mon propos quand je dis que cet homme n'a pas eu le courage d'aller jusqu'au bout de sa logique. C'était pas en raison d'un manque d'argent financière qui aurait pu lui permettre, encore que 600 €, qui est une somme significative, pas impossible à réunir lorsqu'on fait l'objet d'une procédure pénale, ou lorsque surtout on est à l'origine d'une procédure pénale. On n'instrumentalise pas la justice de cette façon-là. Il faut toujours savoir, quand on engage une procédure, bien mettre quelques deniers de côté. Mais la question n'était pas au niveau des deniers, puisque cette somme qui était tout à fait modeste et pour laquelle il avait pu collecter au travers de la solidarité d'un certain nombre de personnes au sein de la RATP, les 600 €, n'a pas été tout simplement consignée. Lorsqu'on s'est retrouvé devant la 17e chambre correctionnelle en juin 2013, le tribunal a constaté que la somme n'avait pas été consignée et a considéré que l'action qui avait été entamée ne pouvait plus prospérer. Voilà. Et donc c'est comme cela que cette affaire s'est terminée, par une dérobade judiciaire, ce qui n'est évidemment pas à mettre au crédit de l'intéressé. J'ai trouvé ça tout à fait scandaleux parce que d'une certaine manière, on instrumentalise la justice de notre pays, puisque tout ça évidemment entraîne des frais. Le fonctionnement de la justice, c'est des femmes et des hommes. Le tribunal, c'est des greffières, des magistrats, procureurs de la République. C'est tout un personnel que les contribuables, vous et moi, nous finançons, et il est tout à fait condamnable et tout à fait scandaleux qu'un tel individu ait pu, après avoir perdu au civil, tirer les conséquences de cet échec et ne pas aller plus loin dans sa procédure pénale. Autrement dit, il aurait pu tenter, malgré tout, parce que pour des raisons un petit peu compliquées que je n'aborderai pas à l'antenne, il avait un certain nombre d'éléments qui auraient pu lui permettre d'accréditer l'existence d'une procédure de diffamation qui pouvait prospérer, même si moi, de mon côté, j'estimais que tel n'était pas le cas. Mais il n'a pas eu le courage. C'est ça qu'il faut conserver à l'esprit, d'aller jusqu'au bout de cette démarche. Donc, voilà ça fait sourire, Ghislaine, c'est bien. Vous avez un mot là-dessus à ajouter Non, mais le gay Karim Karim a été parfait dans cette affaire, et c'est vrai que ça a été difficile quand même à vivre, parce que moi j'ai jamais eu affaire à la justice de mon pays. Je suis toujours quelqu'un de très, il s'est jamais rien passé dans ma vie pour que j'ai affaire au juge ou autre. Donc là, Karim a très bien travaillé, il m'a évité le procès et je le remercie évidemment. Et puis c'est vrai que l'autre, de toute façon, il n'avait pas grand-chose à me reprocher en réalité, puisque tout ce qu'on disait était vrai, et il n'y avait pas il parlait de diffamation, rien n'était, tout était vrai. Donc on s'est demandé ils ont été pris par une ferveur, comme ça, une hystérie collective, et il fallait faire un procès. Une sorte d'emballement. Voilà, un emballement médiatique qui agitait une partie du personnel de la RATP. Encouragé par la CGT en plus. Il disait qu'il fallait faire un procès. Donc bon. Et voilà. Et on voit bien que le manque de courage est le fait patent de cette affaire, parce que
Si vous avez bien compris, je ne vais pas revenir sur le déroulé de cette affaire, nous avions gagné devant le tribunal de grande instance de Nanterre sur un argument de procédure, mais qui permettait au fond de ménager la discussion sur le fond. Il aurait pu, au pénal, se dire, ma foi, on n'a pas abordé totalement le fond, en tout cas le tribunal à Nanterre n'a pas tranché sur le fond. Allons-y cette fois-ci au pénal devant la 17e correctionnelle, et puis nous verrons de quel bois je me chauffe. Bon, il n'a pas eu ce courage-là, parce qu'il avait certainement entendu à la fois Ghislaine, moi-même, enfin, c'était partie prenante dans cette affaire, des ripostes laïques, prendre la parole et développer avec pas beaucoup de profondeur chacun des arguments que nous avions dans le dossier. Donc il avait vu très certainement que cette affaire ne pouvait pas aboutir, et voilà, il a baissé les bras, il a tourné les talons de manière tout à fait méprisable. Sur le fond, évidemment, moi j'avais vu la vidéo et tous les articles qui avaient paru à cette occasion. Rien dans ce qui était dénoncé dans cette vidéo qui portait vraiment atteinte à la dignité humaine et à celle de Ghislaine ne pouvait provoquer la moindre action pénale. Et j'étais persuadé que une fois sur le fond, nous aurions pu obtenir satisfaction. On aurait gagné de toute façon. Mais voilà, une dérobade, mais qui est toujours le signe d'une faiblesse politique, idéologique de ce genre d'individu. Et on doit quand même se réjouir de cette affaire pour se dire que nous avons obtenu une belle victoire contre cet individu qui n'a, depuis lors évidemment, pas cherché à relancer la machine. Pour élargir un peu, Karim, quand on entend le témoignage de Ghislaine, de tout ce qu'elle a subi, qui va à l'encontre ne serait-ce que du principe de laïcité, on a envie de vous poser à vous, avocat, la question de savoir, voilà, vous êtes dans votre monde professionnel, vous voyez comme Ghislaine des pratiques d'une islam très forte perturber votre quotidien. Elle citait des exemples clairs, à savoir on refuse de me serrer la main, tout ce qu'entraîne le ramadan et les prières quotidiennes qui viennent perturber une organisation. Ensuite, on en reparlera, mais il y a des rites dans les toilettes qui s'instaurent qui sont complètement démentiels. Enfin, toutes ces petites choses qui en sont des grandes finalement, qui viennent à totalement instaurer une islam très forte dans le milieu du travail. J'ai envie de vous poser la question, vous en tant qu'avocat, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont nos armes juridiques à nous? Est-ce que demain il y a des lois à brandir? Il y a parce qu'on sent que finalement il y a beaucoup de faiblesse derrière tout ça. Oui, il y a une faiblesse qui est liée au fond à la faiblesse qui est la nôtre, la faiblesse collective de notre société qui ne veut pas réagir devant ce qui est condamnable moralement, d'un point de vue de dignité, au regard des principes généraux de notre droit et surtout de notre modèle de civilisation. La France est un pays qui a bâti un modèle de civilisation sur la base d'un certain nombre de respect et de principes. Et parmi ces principes, eh bien, il y a le principe de non-discrimination à l'égard de tous les individus, mais à l'égard des femmes en particulier. Et dès l'instant où on parvient dans un dossier à démontrer l'existence de ces pratiques condamnables d'un point de vue objectif, c'est-à-dire que l'on a des preuves par des témoignages, par des vidéos, par toutes sortes d'éléments permettant de corréler l'existence de ces pratiques condamnables, il est possible d'agir d'un point de vue juridique et de mettre en avant ces pratiques discriminatoires. Et donc sur ce fondement-là, il est possible au pénal ou au civil de pouvoir lancer des procédures et aboutir à leur réussite. La seule difficulté n'étant pas, au fond, la capacité à réussir en mettant en œuvre ces procédures, la difficulté est d'avoir le courage. C'est ça. On a les armes, on n'a pas la volonté de s'en servir. Et oui, parce que nous sommes une société extrêmement vulnérable devant l'expansion, l'enracinement et l'expansion d'un islam qui est à la fois conquérant et décomplexé, à la fois dans une pratique de la foi qui est celle que nous connaissons, qui est extrêmement visible, mais aussi au regard d'un nombre de pratiques culturelles qui sont liées à cette religion, notamment le rapport de l'homme à la femme, le rapport à l'égard de personnes qui se convertissent. Il y a un certain nombre de comportements liés à la pratique de cette religion qui nous sont radicalement étrangères. Bien, on le sait, on le voit, on le constate, on le déplore, mais peu osent, au fond, se saisir de ces entorses au respect de notre modèle de civilisation pour dire ça ne va pas, nous devons le dénoncer et dans notre pays, comme nous agissons de façon démocratique et responsable, nous le dénonçons d'un point de vue judiciaire en lançant des procédures
réserve faite évidemment du débat politique qui a également son intérêt et nous savons qu'ici ou là, un certain nombre de personnalités se battent pour défendre notre modèle de civilisation et en tout cas dénoncer ces pratiques-là. Et donc, au fond, la vraie question, c'est qui peut-il s'armer de courage, d'un courage suffisamment puissant pour, au fond, ne pas prendre en considération l'opinion publique, qui est une opinion publique versatile, craintive, ou en tout cas l'opinion dominante des médias qui, évidemment, refusent à reconnaître cette vérité. C'est pour ça que je salue véritablement l'action de Ghislaine et également de Riposte Laïque, qui sont des mouvements politiques ou des personnalités qui refusent de fermer les yeux devant ce qui est condamnable et qui, par leur témoignage, leur engagement personnel, leur intervention sur le débat politique ou sur les médias et les réseaux sociaux, contribuent à dénoncer des pratiques qui, évidemment, se multiplient. Et pas simplement dans certains quartiers de Seine-Saint-Denis. Moi, je constate un petit peu partout l'existence de ces pratiques condamnables, un petit peu partout sur le territoire français. Donc, nous devons pousser, encourager ces associations et ces personnes comme votre invité, évidemment, à continuer à s'armer de courage et combattre un autre modèle de civilisation, un contre-modèle de civilisation, celui lié à l'islam, qui risque, si on ne se gendarme pas, évidemment, sinon d'occasionner une guerre civile demain, mais du moins des conflits réels et puissants, y compris physiques, je crois, je le crains, dans un certain nombre de quartiers de notre pays, de villages, de notre belle France. Chers auditeurs, vous écoutez Karim Ouchik qui intervient en direct sur Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez donc le libre journal de la liberté politique qui est dirigé par Anne-Sophie Ongre-Boyel-Dieu et assistée d'Anne-Laure Malher. Le journal est diffusé le 10 août et il est préenregistré, donc vous ne pouvez pas intervenir et poser vos questions directement à l'antenne. Karim Ouchik, je souhaitais vous demander la chose suivante. Ghislaine a eu la chance de croiser votre chemin. Qu'en est-il des Français qui sont exposés à ce type de comportement discriminatoire, qu'il s'agisse là en l'occurrence des femmes ou au quotidien de comportements discriminatoires qui écartent les hommes non musulmans d'un certain nombre de filières de recrutement? Que se passe-t-il lorsqu'ils ont besoin justement d'un avocat? Parce que ce Nasser qui a porté plainte contre Ghislaine avait une assistance juridique ou quelqu'un pour l'accompagner. Que serait-il arrivé à Ghislaine si elle n'avait pas croisé votre chemin? C'est toute la difficulté, évidemment. La justice, malheureusement, et un coût, et parfois ce coût est cher, surtout lorsque nous avons plusieurs procédures qui se multiplient ou qui s'additionnent. Et c'est vrai que c'est un frein objectif à la mise en œuvre d'actions visant à combattre ces pratiques discriminatoires que nous dénonçons à l'instant. Et il est un fait qu'il faut, pour les personnes qui ont ce courage de vouloir saisir les tribunaux, dénoncer et faire condamner ces pratiques discriminatoires, soit lorsqu'elles sont modestes d'un point de vue financier, faire appel à l'aide juridictionnelle. C'est un système qui est mis en place par notre société, qui est à la disposition de tout à chacun. Et vous pouvez, lorsque vous avez des revenus insuffisants pour avoir la capacité de vous financer un procès vous-même, et bien faire appel à l'aide juridictionnelle. Et vous avez d'excellents confrères qui sont désignés dans les différents barreaux de France et de Navarre, qui sont capables, évidemment, de traiter ces dossiers. Puis vous avez aussi une autre méthode, c'est de vous adresser à des associations qui, telles Riposte Laïque, ont l'habitude de pratiquer ce type de contentieux, parce que soit ils les éprouvent eux-mêmes en étant l'objet de procédures dont ils sont victimes, soit parce que Riposte Laïque peut en engager de son côté. Eh bien, vous pouvez avoir une sorte de relais avec ces associations qui peuvent sinon vous aider à financer les procédures, mais en tous les cas vous diriger vers des cabinets d'avocats qui auront la capacité de pratiquer des tarifs compétitifs, pour être assez clair dans mon propos, et surtout auprès d'avocats qui ont aussi une volonté, au-delà de leur engagement professionnel, d'avoir une volonté politique. Ce type de cause, ce type de procédure, on les engage, nous autres avocats, que si on partage au fond les combats de ceux de Riposte Laïque ou de Ghislaine. Et je suis un de ces avocats, mais je ne suis pas le seul. Nous sommes assez nombreux à Paris comme ailleurs à vouloir défendre notre modèle de civilisation qui nous tient à cœur pour nous-mêmes, mais également pour nos enfants et nos petits-enfants. Nous souhaitons vraiment
accueillir ce modèle dont nous avons hérité pour le transmettre de manière aussi intacte que possible aux générations suivantes. Et il est un fait que les avocats qui sont animés par cette disposition d'esprit font évidemment les efforts nécessaires pour mettre leur service, leur savoir, leur talent au service des personnes qui en ont besoin et dont le combat évidemment mérite d'être défendu. Voilà, et je crois que il ne faut pas du tout hésiter à introduire les procédures nécessaires dès lors où le dossier est évidemment solide, et c'était le cas du dossier de Ghislaine. Mais au-delà de la procédure, je souhaiterais dire à vos auditeurs, il faut également penser à notre capacité à agir dans le débat politique. Je crois qu'il est important que le débat politique soit animé par ce type d'expérience. Il est important que des personnes qui vivent ce type de drame, de comportement... Osent en parler. Osent en parler, alors pas forcément en s'engageant dans une formation politique, c'est un combat noble que le combat d'un parti politique, mais on peut effectivement estimer que certains craignent d'engager leur personne, leur crédit au sein de formations politiques, mais on peut témoigner auprès de journalistes, dans les réseaux sociaux, bref, se servir des caisses de résonance que notre société propose pour pouvoir justement témoigner de ces réalités-là. Ces réalités, plus nous les dénoncerons, plus nous les critiquerons dans tous les espaces médiatiques et les réseaux sociaux de ce point de vue-là sont assez extraordinaires de ce point de vue-là, et bien plus ce combat, qui est un combat au fond métapolitique, pourra être emporté pour les idées qui sont les nôtres. Voilà, alors il nous faut nous armer de courage, et finalement vous dites absolument, courage et conviction, et nous gagnerons le combat, c'est ça Karim, merci en tout cas beaucoup de votre intervention. Merci Karim. Merci, saluez Anne-Laure qui est à vos côtés je crois, voilà. et tous vos invités dans ce studio, je vous dis à merci de votre témoignage. Merci beaucoup Karim. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Donc, nous allons revenir un peu à ce qui s'est passé après le témoignage de Karim, donc, et de la transmission de cette vidéo, et puis de votre descente en enfer un peu quand même. Et puis, on en était à vos rythmes de travail qui ont dû changer. Donc, tout ça a eu un impact sur votre vie privée, familiale. Ouais. J'ai une question à vous poser. Vous parlez, c'est normal, le milieu est très masculin. Et les femmes à la RATP, est-ce qu'elles se voilent? Parce que finalement, on peut imaginer que s'il y a des barbus, il peut y avoir des femmes voilées conductrices de bus. Et j'ai vu une ou deux fois une fille se mettre le voile de Houria Boutelja. C'est pas vraiment un voile, c'est une espèce de foulard très épais. Très épais, très haut. Enturbané en fait, mais sur la tête. Voilà. Pour conduire. Pour conduire. Et bon. Je l'ai vue une ou deux fois cette fille. J'ai aussi une fille aussi qui m'a témoigné, qui a témoigné sur elle avait vu carrément le voile, là, le niqab ou le hijab, je sais jamais comment on dit. On voyait vraiment que la forme du visage. Chauffeur de bus, la fille. Hein. Je pense que ça va venir. Il n'y a pas de raison que ça ne vienne pas, parce qu'à partir du moment où on a accepté les salafistes, je vois pas sous quel argument on va refuser à des femmes de se voiler. Surtout qu'à mon avis, elles vont arguer de l'égalité homme-femme, disant écoutez, eux ils avec leur barbe, voilà, ils affichent leur religion. Moi, avec le voile, je veux afficher aussi ma religion. Donc, à mon avis, ça leur pend au nez. Et là, ça va être concret. Et peut-être qu'au départ, ils vont refuser. Il va y avoir un licenciement. Elle va les attaquer. Enfin, ça va être du cinéma. Mais pour finir, de toute façon, un jour ou l'autre, ça arrivera. Alors, ça prendra quelques années, mais ça arrivera. C'est évident, parce que vu là le nombre de musulmans que nous avons au sein de la RATP, un jour ou l'autre, ça ne peut que... Enfin, c'est la suite logique, quoi. Hein. Donc, la réaction de la RATP, on l'a bien compris, c'est de vouloir vous muter. Hein, vous êtes devenu un problème, donc si vous pouviez changer de ligne, ce serait bien. Ouais. Et puis, vous évoquez aussi, alors que vous dites athée, un rapport à la religion qui, finalement, face à ça, vous faites une comparaison entre votre vision, en fait, de la religion a un peu changé, parce que vous avez reçu des soutiens, notamment, vous parlez de la communauté antillaise qui est... que vous découvrez très catholique, très fervente, puis que finalement, qui avait respecté ce principe de laïcité. Ouais. Donc, elle vient vous soutenir. Ouais, jusque-là, j'avais pas pris la mesure
de la place des catholiques ou des chrétiens. Enfin, excusez-moi, je suis pas du tout. Mais peu importe, en tout cas catholique, chrétien, voilà, bouddhiste ou autre, protestant. Dans l'entreprise. Il se trouve que c'est vrai que lorsque j'ai commencé à dénoncer l'islam, j'ai eu pas mal de soutien des Antillais qui sont venus en me disant mais nous, tu sais, on est cathos, on est mangeurs de porc, on supporte pas l'islam dans l'entreprise, nous non plus. Mais c'est vrai qu'ils étaient comme tous les autres, c'est-à-dire dans l'incapacité d'intervenir parce que toujours la même chose, quoi, la peur d'être traité d'islamophobe, de raciste et tout, et donc et d'être mal vu, marginalisé. Mais en tout cas, ils ont été présents. Certains m'ont même proposé leur service, entre guillemets, comme disant si t'as un problème, si t'es agressé par les collègues, n'hésite pas. Nous, on viendra, on te défendra. Donc même physiquement, ils étaient prêts à me défendre. Ça a été vraiment assez impressionnant. Ouais. Mais c'est les seuls catholiques que j'ai vu réagir. Parce qu'après, pour le reste, les juifs, j'en ai jamais vu à la RATP. Je sais même pas s'il y en a. Et j'ai même l'impression j'ai peur que le fait qu'il y ait 50% de musulmans, ça leur donne pas tellement envie de venir. Et quand bien même il y en aurait, ils s'affichent pas du tout. On sait pas. Et tant mieux. Ça nous regarde pas. À la rigueur, c'est très bien comme ça. Mais donc en fait, les autres religions, j'en ai pris un petit peu conscience, surtout après tout ça, quoi. Et il y a une communauté catholique. Mais on la voit pas parce qu'elle est laïque. Qu'elle respecte elle respecte la laïcité. Elle fait pas des prières. D'ailleurs, je sais même pas si c'est possible. D'ailleurs, vous citez certaines pratiques pour si nos auditeurs de Radio Courtoisie lisent le livre, je pense que ça va les interpeller. Bon, on va revenir sur le Ramadan qui dure très longtemps et qui perturbe vraiment le travail et qui en plus a une influence sur ceux qui le font pas. Ça, on va y revenir. Et puis vous parlez des ablutions dans les toilettes, des instaurations de douchettes. Enfin, ça va loin. Oui, donc avant de faire la prière, il faut faire ses ablutions. Donc là, on se retrouve avec des hommes, parfois torse nu, à faire la toilette de la tête, des avant-bras, des pieds. Voilà. Dans les toilettes de la RATP. Des toilettes communes, les lavabos communs, parce qu'après les toilettes sont séparées hommes-femmes et tout. Mais bon, les lavabos communs dans les terminus se transforment en pataugeoires, quoi, parce qu'il y a de l'eau partout. Et puis oui, alors les fameux gobelets c'est vrai que c'est assez surprenant. Moi-même je comprenais pas au départ pourquoi il y avait autant de gobelets dans les toilettes, et puis en réalité ils se nettoient le sexe parce que visiblement ils sont pas capables de je sais pas, c'est pareil, c'est une histoire de purification ou de ça fait partie aussi des ablutions. Vraiment un truc... Et sans souci de discrétion, apparemment. Non, parce qu'ils laissent leurs gobelets partout. Voilà. Ils les laissent partout, dans les toilettes, c'est sur les lavabos. Et alors, ils ont réclamé à plusieurs reprises dans les réunions déléguées du personnel, ils ont réclamé des douchettes parce qu'ils souhaiteraient avoir des douchettes hygiéniques. Comme ça, chose qui ne se font pas. Non, pas encore, mais dans certains dépôts, vous mentionnez que il y a eu, à ma connaissance, un dépôt, effectivement, qui leur a donné donc des douchettes, mais ça a duré qu'un temps, parce qu'apparemment, ça n'a pas plu à la direction là-haut, et ça a duré qu'un temps. C'est-à-dire qu'ils ont enlevé par la suite. Mais ce qui se passe, c'est que comme ils veulent des douchettes, ils bouchent les toilettes avec les gobelets. Par ce qui provoque, c'est du sabotage. Ce qui provoque donc des problèmes. Pour ceux qui évidemment veulent aller aux toilettes, mais aussi des frais supplémentaires, des frais d'entretien, des frais de réparation qu'il y aurait pas. Ils bouchent exprès pour montrer qu'ils sont pas contents en fait. Louis l'orphelin. Oui, alors en fait tous les problèmes que vous évoquez, en fait, ce sont des problèmes de mise à mal du vivre ensemble, mais assez light, donc je mettrai au cochon plus tard. Attention, une pièce. C'est-à-dire refus de serrer la main, les ablutions dans les toilettes, les prières, etc. Mais est-ce que vous avez senti un signe de radicalisation pouvant aller plus loin? Enfin, si je ne m'abuse, il me semble que lors des attentats du Bataclan, un des auteurs était issu de la RATP. Est-ce que vous sentez que c'est un foyer de recrutement, de radicalisation qui peut aller plus loin, ou vous pensez que ils sont au bout de leur revendication? Non, pas du tout. Est-ce qu'il y a eu un déclic déjà après les attentats du Bataclan, et de savoir qu'un des tireurs était issu de la RATP? Comment ça s'est passé concrètement le 14 novembre? Non, mais ça a fait tout un...
Disons que le 13 novembre, on apprend les attentats et je vois les photos des tueurs. Et je me dis, ils ont la tête de mes collègues, quoi. Voilà. Et puis, j'ai un collègue qui m'envoie un mail et qui me dit Sami Amimour, il est agent de la RATP. Moi, je suis pas surprise, parce qu'en réalité, j'avais déjà pensé. Mais comme ça, hein, sans y croire vraiment. Puis attention au pas d'amalgame. Je suis pas vraiment surprise. Et là, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Bon, bah voilà, on y est. En fait, en réalité, bien sûr qu'il y a une radicalisation, mais alors après, je dis pas que ceux qui nous serrent pas la main vont se faire sauter, mais il est évident que voilà, c'est un glissement et il est possible que parmi ces personnes-là, un jour ou l'autre, il y en ait un ou deux qui aient l'idée de faire un carnage et qui aient l'idée de se faire sauter. Et voilà. Parce que vous le dites, il y a un de vos collègues avec qui vous avez eu l'occasion de discuter qui vous dit on va halaliser la RATP. Halaliser. Et en fait, ça va de pair, selon vous, mais vous l'avez constaté, avec un non-amour de la France. Ah bah oui, bon bah... On voit bien que et donc halaliser la RATP, c'est bon, halaliser la France aussi, hein, parce que on voit bien ce qui se passe, hein, le nombre de magasins halal qu'on trouve partout maintenant, enfin parce que c'est la fin de la liberté de conscience, d'un certain nombre de libertés. Puis c'est aussi la France est connue était connue parce que ça a malheureusement tendance à se dégrader pour son esprit courtois, chevaleresque et donc qui allait de pair avec le respect de la femme, l'intégration de la femme de la société. Ce qui est un héritage évidemment de notre société chrétienne et de la dévotion des chrétiens à la Vierge Marie. Et donc nous les femmes dans le monde du travail qui sont confrontées avec l'avancée de l'islam sont effectivement les premières victimes de cette avancée et le fait que les féministes soient en retrait dans ce combat montre bien évidemment toute l'hypocrisie de leur position. Moi je me souviens, je crois que c'était en 2013 ou en 2014, les députés femmes qui sont montées au créneau parce qu'il y a un des députés qui était un peu éméché visiblement et qui avait imité la cocotte, etc. Et quand j'ai vu le cinéma qu'elle faisait, je me disais mais elle tiendrait pas 2 jours dans mon entreprise. Parce que là, c'est autre chose. On a affaire à autre chose. Moi, le gars qui se marre, qui me fait la blague, femme au volant, mort au tournant, ça me fait rire. Je le prends pas comme une injure. Ça m'amuse. Et mais même le mec qui ferait la cocotte, ouais, voilà. Et puis, enfin, je sais pas. C'est pas véritablement... Enfin, ce que je leur reproche aux féministes, c'est de se saisir de cette chose-là, qui est aberrante, une blague, une mauvaise blague, on va dire. Et puis de monter sur leurs ergots et nous raconter tout... Enfin, nous faire tout un truc sur les femmes, mais... Alors qu'à côté... Pas loin d'elle, il y a des nanas qui souffrent bien plus encore et tous les jours. Et elles, alors parce qu'elles sont députées, parce que je ne sais quoi, et puis il fallait mettre un peu de féministe là-dedans. Pour remettre dans le contexte de nos éditeurs, le député en question, victime de cette mauvaise blague machiste et sexiste, c'était Véronique Massonneau, députée écologiste Les Verts. Voilà, pour pareil, pour bien. Oui, en voilà. Plus. Oui, ah bah oui, bah c'est. Tu n'avais pas été. Non, voilà. C'est. Et donc vous dites que vous en arrivez finalement à vous masculiniser. Masculiniser, pardon, oui, voilà. En fait, c'est une conséquence de l'islamisation aussi. Vous vous coupez les cheveux, vous arrêtez de mettre du parfum. Enfin, ça atteint votre tous les jours, votre quotidien, votre féminité, votre intégrité physique. Petit à petit, parce que je voulais plus qu'on me rappelle sans arrêt que j'étais une femme. Moi, j'adorais ce métier. Hein. Puis je voulais vraiment le faire en plus. Puis il était fait pour moi. C'était vraiment. Chauffeur de bus, ça peut paraître idiot, mais vraiment, c'était mon truc, quoi. Et j'en avais assez qu'on me rabaisse sans arrêt mon statut de femme. Et donc, j'ai commencé par me couper les cheveux. Je mettais les vêtements RATP de mon mari. Donc, c'était vraiment des vêtements très larges.
Et même la cravate, je l'ai portée un moment, alors que les femmes, elles avaient une lavalière. Et puis des baskets aux pieds, évidemment, pas de jolies chaussures, et puis pas de parfum, pas de maquillage, les cheveux très courts et de plus en plus courts. C'est-à-dire que j'y ai pas été à la tondeuse tout de suite, j'y ai été progressivement. Et je crois que vers la fin, les 3 dernières années, j'ai été très loin. Il m'a même traversé l'esprit de carrément me raser la tête. Mais là, c'était vraiment par provocation pure, et c'était plus pour la direction que pour viser la direction et atteindre la direction que pour les autres, les chauffeurs misogynes. C'était vraiment là. Et puis je l'ai pas fait parce que je l'ai fait, pour mes enfants, parce qu'en fait, et mon mari bien sûr. Moi, plus je coupais court, et plus mes enfants me disaient, maman, ah non, t'as encore coupé, t'as trop court et tout. Et je sentais quand même que ça coinçait un petit peu de leur côté, ils comprenaient pas trop. Je me suis dit, si je me rase les cheveux, même si je sais pas si je l'aurais fait, honnêtement, mais je me disais, non, tu peux pas faire ça, quoi. Alors, on va revenir aussi sur la période du Ramadan, parce que vous y consacrez un large chapitre dans votre livre. Alors évidemment, le Ramadan, c'est un taux d'absentéisme, mais c'est surtout des chauffeurs qui mangent pas, boivent pas de la journée, donc c'est beaucoup de fatigue. C'est un métier où on conduit évidemment toute la journée, 7 heures d'affilée. Peut-être aussi des enfants, j'imagine. Et on conduit. Vous avez des vies humaines, en tout cas. Oui, on a au moins dans les articulés, en tout cas, on est à 100, près de plus de 100 personnes. Hein. Et donc on est responsable. Et c'est un métier qui est fatigant, usant. Et il faut normalement. En tout cas, c'est ce qui nous était appris à l'époque. Il faut avoir une hygiène de vie irréprochable. Et l'hygiène de vie, c'est le sommeil et de bien manger et de boire, bien évidemment, surtout en temps de forte chaleur. Boire de l'eau, j'imagine. Oui, de l'eau, bien sûr. Et ça se perd, notamment sur ce mois-là, puisque donc le mois du Ramadan, il est permis. Alors, faudra qu'on m'explique de pas boire et de pas manger. Et on sait très bien en plus que pendant les périodes de Ramadan, ils font la fête toute la nuit, donc j'imagine qu'ils dorment pas non plus. Donc ça a des répercussions sur les conducteurs. Donc ça a des répercussions, bien sûr, sur ceux qui font pas le Ramadan, parce que comme il y a de moins de chauffeurs, puisque beaucoup se mettent en maladie, il y a moins de chauffeurs, et donc nous-mêmes, on a plus de charges, plus de travail, et forcément, même pour nous, ça a des conséquences. Puis après, je vous parle pas non plus de ceux qui acceptent difficilement qu'on mange devant eux, et qui nous disent attends, je fais Ramadan, tu pourrais t'abstenir ou manger ailleurs, donc il faut sortir, il faut les laisser parce que nous on est quelque part on entrave leur Ramadan, cette pratique. En fait, il y a une suspicion mutuelle en plus entre eux aussi. De toute façon, c'est fait pour ça, c'est pour en même temps, ça leur permet d'identifier le bon musulman du mauvais musulman. Et lorsque quelqu'un est pris en train de boire, tout de suite, il y a quelqu'un qui va lui dire mais pourquoi tu fais pas Ramadan, quoi. Et donc aujourd'hui, on va arriver au terme de notre émission. Ghislaine Duménil, on ne fait pas de secret en disant que vous avez quitté la RATP. Ou la RATP vous a d'abord quitté? Non, j'ai quitté la RATP parce que j'en ai eu assez d'être convoquée tous les 4 matins pour m'accuser de plein de choses que je n'avais pas faites ou des choses qui étaient justifiées. Et puis là, fatiguée de parler dans le vide et puis aussi je m'en suis pris quand même pas mal pendant 3 ans. Ça a été dur. Donc j'ai dit stop là, il fallait. Vous êtes exemplaire. Il a fallu un moment que même avec mon mari on en discutait, ça devenait difficile, trop difficile, même pour lui. Il y est toujours, lui. Lui, il y est toujours. Ouais. C'est difficile à accepter de savoir que lui y est toujours. Moi, j'aurais aimé qu'il parte avec moi, mais là, on mettait en péril la famille. Donc, il y va, il continue à y aller, et c'est dur, quoi, parce que. Alors, est-ce que vous avez gardé des contacts? Aujourd'hui, vous avez retrouvé du travail, je pense même très rapidement. On peut dire le lendemain. Ouais. Dans une entreprise. Mais j'ai quand même pas mal d'expérience. Voilà. Puis la RATP, ça quand même encore. C'est quand même, ça a une belle image, ouais.
Alors, à la conclusion de votre combat que vous avez mené pendant des années, vous avez gardé des soutiens, vous avez gardé des amitiés, ça va de mal en pis à la RATP? Alors, ça va de mal en pis à la RATP. La RATP, elle continue sur sa lancée. Elle ne va pas changer. Enfin, pas avec un gouvernement comme on a là. En fait, il suffirait de changer de gouvernement, je pense. Avoir du courage, comme le disait Maître Houchet. Il faut avoir du courage et changer de gouvernement. Parce que je pense que là, parti comme c'est parti, ça va s'amplifier. Ceci dit, vous avez vécu plusieurs gouvernements aux couleurs politiques différentes et vous avez mais quand je dis de gouvernement, c'est de gouvernail. De politique gouvernementale. Déjà mettre des mots sur nos mots, MAUX, et nommer nos problèmes. Mais sinon, voilà, moi je pars, mais le combat continue et je désespère pas, mais je sais que ça va être difficile, quoi. Ça va être un combat difficile. En tout cas, merci beaucoup de votre témoignage. Donc, je rappelle, et il faut le lire, notamment pendant la période estivale, Mahomet au volant, la charia au tournant de Ghislaine Duménil, que vous pouvez vous procurer aux éditions Riposte Laïque. Un beau témoignage de persévérance, un combat avec beaucoup de courage. Et puis, on se donne rendez-vous dans 4 semaines. Merci, chers auditeurs. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal de la liberté politique, dirigé par Anne-Sophie Hongre-Boieldieu, assistée d'Anne-Laure Mahler. Émission préenregistrée le 10 juillet 2016, diffusée mercredi 10 août de midi à 13h30. Il est rediffusé dans l'après-midi de 16h à 17h30, jeudi 11 dans la nuit, de minuit à 1h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal a été réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 €. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat 75 016 Paris, ou réglez avec votre carte bancaire sur radiocourtoisie.fr. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat 75 016 Paris.